Génial. Merci à vous. Alors, en tout Merci, cas, Aurélia. merci de votre présence. On est ravis de vous retrouver ce soir autour de ce thème de base qui est pour nous les atypiques, les personnes atypiques. Et ce soir, tout particulièrement, on va parler d'hypersensibilité. Suis-je hypersensible? Et notre envie, en fait, c'est plutôt de vous apporter des outils, mais pas spécialement que techniques, de partager nos expériences, nos connaissances, autant en tant que personne hypersensible, mais aussi en tant que thérapeute, praticienne, voilà, et vous apporter un regard peut-être différent, vous apporter une réflexion sur vous-même, et on sera là aussi pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas au fur et à mesure de ce temps de poser vos questions en messagerie. Autant on répondra sur Facebook et Adeline sur Instagram. Voilà, il faut que j'arrive à faire le petit jeu dans ma tête des deux réseaux. Et en tout cas, voilà. Donc avant, on va prendre un temps pour se présenter parce que peut-être qu'il y a des personnes qui sont là et qui nous connaissent et d'autres qui ne connaissent pas. Donc Adeline, je te laisse commencer par la présentation. Oui, alors merci Stéphanie. Je suis encore ravie de partager un live avec toi puisque c'est déjà notre 4e, plus parce qu'on a fait aussi d'autres choses à côté entre les coupes harmonisantes, etc. Donc moi, je suis Adeline Bayet, je suis conseillère en fleurs de bac. Voilà, je me suis reconvertie il y a 2 ans dans les fleurs de bac. Donc, les fleurs de bac, pour ceux qui ne connaissent pas trop, en fait, c'est une méthode holistique à base d'élixirs floraux pour faire l'harmonisation des émotions. Et voilà, et je suis praticienne à Cessy dans le pays de Gex, pas très loin de toi. Voilà, rapidement. Merci. Donc moi, je suis Stéphanie Barrieuse. Donc je suis accompagnante psychocorporelle et ma spécialité, c'est le langage du corps. C'est tout ce qui est non-verbal. J'accompagne les personnes à travers leur image, le miroir et pour aller au-delà de l'apparence et aller vers la conscience. Et puis, un outil que j'utilise beaucoup, du coup, c'est tout le ressenti et les émotions. Donc, l'hypersensibilité, c'est quelque chose qui vient vraiment connecter à ça. Donc, voilà. Donc, je suis aussi dans le pays de Gex. Moi, je suis à Saint-Genis. Donc, nous sommes près de la Suisse pour faire un repère pour ceux qui nous regardent de loin. On est dans la région au pied du Jura. Voilà. Donc, du coup, ce soir, on va parler d'abord, Adeline va vous parler, je fais la transition, elle va vous parler un petit peu de chiffres, on va dire ça comme ça. Ouais, on va faire la partie l'hypersensibilité, qu'est-ce que c'est? Et puis après, on continuera sur un élan de partage personnel aussi. Voilà. Alors déjà, pour l'hypersensibilité, je vais revenir sur une définition. Quand on cherche la définition du terme hypersensible, on va trouver sensibilité extrême, exagérée. C'est déjà pas très cool pour nous. Et ensuite, quand on regarde la définition qui est plus médicale, c'est sensibilité excessive à un facteur ou à un agent extérieur, pour la définition. Ensuite, je vais vous donner quelques chiffres. Alors, l'hypersensibilité, c'est environ 20% de la population. Donc, c'est beaucoup, hein, c'est une personne sur 5. Donc, vous ne vous sentez pas seul en tant qu'hypersensible. Vous ne l'êtes pas. 20% de la population, c'est beaucoup. Donc, ça fait plusieurs milliards d'hypersensibles sur Terre. Là. Et puis, dans cette population d'hypersensibles, il y aurait 30% qui seraient plutôt extravertis et 70% qui seraient plutôt introvertis. Et il faut savoir qu'on est hypersensible. C'est quelque chose qui est de naissance. C'est pas quelque chose qui se développe par rapport à nos expériences. C'est, voilà, on est hypersensible. Et enfin, ce profil il a été mis en lumière notamment par un neuropsychiatre que vous connaissez peut-être qui s'appelle Boris Cyrulnik. Et il a parlé de ce profil d'hypersensible pour la première fois, c'était en 2006, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Et c'est dans ce petit livre-là. Je l'ai reçu aujourd'hui, hein, je ne vais pas vous mentir, je ne l'ai pas lu. Je l'attendais, en fait, il arrivait un peu à la bourre. Je pensais avoir pour le temps de mettre le dé dedans et en fait, il était ce soir dans ma boîte aux lettres. Et ce livre, il s'appelle De chair et d'âme. Donc, je vous en dirai un peu plus quand je l'aurai feuilleté. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, voilà un peu pour les chiffres, entre guillemets. Donc oui, alors souvent, alors moi je suis plus, je m'intéresse aussi aux étiquettes, hein, comme je travaille sur le corps et comme c'est dit dans la définition, autour des fois de l'hypersensible, il y a des étiquettes, il y a des termes qui sont utilisés, mais chez l'hypersensible, on va trouver des qualités pour moi, au-delà de l'étiquette, de la personne empathique, émotive, avec vraiment une expression vraiment présente de ses émotions. Elle a une bonne écoute aussi. Elle sait très bien écouter les autres, et même des fois plus les autres que soi-même, on peut le dire. Voilà.
Ça va être plutôt une éponge aussi avec les émotions. Elle a tendance à prendre du coup les émotions des autres et à essayer de traiter toutes les émotions. Donc elle peut être envahie par tout ce qu'elle ressent, voilà, parce qu'elle a vraiment une connexion à ça. Et puis il y a aussi toute une dimension de l'enfant dans le sens où, pour moi, l'hypersensible va vraiment garder toute cette notion d'émerveillement. On en parlait avec Adeline, toute cette notion du physique, de toucher, d'être en contact peut-être, ou à l'inverse, il peut y avoir aussi des gens hypersensibles physiquement qui vont avoir une difficulté avec, on parlait du chaud, du froid, des vêtements, ça peut être le bruit aussi, hein, tous les sens sont exacerbés, comme ça, et du coup, il peut y avoir aussi une tendance à être gêné par le toucher, parce que moi, je suis plutôt une hypersensible extravertie. Avec le temps, j'ai pris conscience de ça. Et du coup, je vais plutôt toucher. Mais j'ai pu découvrir qu'il y a des hypersensibles qui, le toucher, du coup, c'est une agression. Voilà. Même s'ils ont très envie, le premier abord, ça va être quelque chose de difficile. Ma fille, par exemple, je sais que la toucher, elle adore les câlins, mais c'est pas quelqu'un qu'on peut aller tout de suite. C'est trop violent pour elle. Voilà. Donc, il y a tout ça. Il y a toutes ces petits signes qui peuvent dire qu'on est hypersensible. Et vraiment la notion d'éponge, d'être envahi par des sensations et des émotions, je pense que ça va être vraiment la base. Voilà. Après, tous les hypersensibles ne se ressentent pas aussi. Ça, c'est des bases, mais on est tous uniques. Donc, je crois que c'est important aussi de dire qu'on a chacun aussi son format, comment on a développé son hypersensibilité. Ça peut être par les sens, ça peut être par le goût, hein, au niveau alimentaire. Moi, je prends mon exemple. Hein, c'est par exemple, si vous me servez un plat qui est pas beau pour moi, hein, c'est pas une belle, tout est séparé, harmonieux dans l'assiette, j'ai beaucoup de mal à manger. Alors qu'enfant, on me disait que j'étais difficile. Mais en fait, aujourd'hui, je sais que c'est ma sensibilité au beau. Hein voilà. Et on a chacun. Que ce soit beau pour être mangeable. Voilà, à nous de découvrir tout ce qu'on va vous dire. Moi, j'ai vraiment à cœur. Après, Aline, elle dira peut-être pour elle ce qui est important. Mais moi, j'ai toujours à cœur que on transmet une information, mais cette information, elle n'est pas non plus un cadre fermé. Parce que justement, dans le monde des atypiques et des hypersensibles, on est tous uniques. Et effectivement, chacun a construit sa façon par rapport à qui il est d'être hypersensible ou d'être atypique. Voilà. Oui, c'est vrai, tu as raison, on est tous uniques. Et notre hypersensibilité, on va tous la vivre différemment de par nos expériences, de par nos vécus. De par ce qu'on est, tout simplement. C'est comme pour les profils voilà, pour les hauts potentiels. Tout ce qui est douance, il y a des choses qui sont communes et puis il y a des choses qui ne le sont pas. Donc oui, c'est vrai qu'il y a des points communs, comme tu l'as dit. Je prends le truc, tu parlais tout à l'heure de la sensibilité au niveau de la peau. Alors moi, par exemple, je sais qu'une étiquette, si elle m'irrite, je vais avoir une plaque énorme. Je suis très sensible au bruit. Moi, je suis plutôt une hypersensible introvertie, même si, bon, je suis quand même sociable, hein, mais bon, ça... Voilà, quand il y a des groupes où je connais pas, etc., je suis pas forcément très à l'aise. J'ai besoin de beaucoup de temps pour me ressourcer. Les moments de solitude, pour moi, c'est quelque chose d'indispensable, en fait, à ma survie en général, hein, ma survie mentale aussi. Donc, oui, il y a plusieurs profils. On rentre pas dans des cases, en fait. C'est pas juste en cochant une liste qu'on peut savoir si on est hypersensible ou pas aussi. C'est aussi un ressenti profond. Et oui, on avait... Vas-y, vas-y. Ah non, vas-y, continue. Je disais qu'en plus, on en a beaucoup parlé quand on a préparé ce live et on a des ressentis différents. On a quand même des profils assez différents aussi. Et on avait parlé de conséquences s'était senti. Moi, je disais, par exemple, j'avais compris à quel âge, à un âge précis, je vais le raconter après, quand j'avais compris que j'étais hypersensible, et en tout cas que ma sensibilité, elle était exacerbée par rapport aux autres. Et toi, tu me disais qu'en fait, tu pouvais pas trouver un moment. Donc vraiment, c'est vraiment très particulier pour chacun. Oui, c'est vrai. C'est vrai que moi, en tout cas, là où j'ai pris conscience de ma différence, ma singularité plutôt, voilà, c'est à travers d'autres outils que d'abord les notions d'hypersensibilité, de haut potentiel ou de douance, d'atypique. Mais il y avait une notion de singularité aussi. C'était, je l'ai déjà dit dans d'autres lives, c'est avec les enfants indigos. Voilà. Donc on est dans le domaine plus spirituel de l'être, hein, je vais dire comme ça. Et parce que si on fait le test des enfants indigos et de l'hypersensible,
Il y a quelques questions qui peuvent être plus techniques en hypersensible, mais c'est très proche. Ça correspond pas du tout à la notion de l'eau potentiel ou du surdoué. C'est pas le même test, mais au niveau sensibilité, hypersensibilité et enfant indigo, et puis maintenant ça s'appelle un peu différemment. Il y a aussi des enfants cristal. Enfin, voilà. Ouais. On se retrouve sur des personnalités qui, voilà, j'ai toujours l'impression d'être différente des autres. De pas fonctionner comme les autres. Et Adeline, justement, elle disait, moi, là, je savais que j'étais différente, je me posais la question. Moi, j'étais juste différente et je me demandais comment je pouvais être bien avec les autres, en fait. C'est tout. Je me suis pas dit, ça doit changer, je dois juste me dire comment je suis bien. Parce qu'en fait, moi, je me sentais pas bien avec les autres. Je pleurais au milieu de tout le monde. Quand je me rappelle, et en parlant après avec Adeline, ça m'est remonté. Et j'ai vu ma fille faire ça, c'est pour ça que j'y ai pensé. C'est-à-dire que je me rappelle des repas de repas de famille. Donc moi, j'ai d'une famille plutôt italienne, donc avec beaucoup d'expressions, ça crie, ça voilà. Donc on peut exprimer plein de choses, mais en même temps, ça crie beaucoup pour tout. Voilà. Et je me rappelle être à table, me lever, pleurer, aller pleurer, mais comme une madeleine dans la chambre, et ma mère me dit, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est insupportable, vous êtes tous en colère après, les uns après les autres et tout ça. Et bien sûr, ma maman disait, mais non, on n'est pas en colère, on parle comme ça. Mais derrière, il y avait quand même de la colère pour chacun, puisque tout le monde voulait convaincre chacun de son idée. Et j'ai vu ma fille faire ça. Et ça, c'était quelque chose de très fort. Et c'est là où je me suis dit, comment je fais pour vivre, rester à table, en fait? Moi, c'est plutôt ça que j'ai fait. Comment je m'adapte pour rester avec les autres? Clairement, j'y suis pas arrivée. Non, et pas parce que mon chemin, c'était de comprendre que je pouvais pas m'adapter à ça, en fait. Ça, pour moi, aujourd'hui, je crois que c'est aussi un message qu'on peut partager pour les hypersensibles. Le but, c'est pas de s'adapter, en tout cas, voilà, par mon expérience, c'est de comprendre comment on fonctionne pour pouvoir vivre avec. Voilà. Ouais, je suis avec les autres. D'accord avec ça. Voilà. Parce que s'adapter, en fait, le nombre de lâcher de vouloir m'adapter, c'est là où je me suis sentie de mieux en mieux, en fait. Voilà. Donc, c'était important. C'est ça. S'adapter, c'est pas possible, en fait. Ça veut dire c'est renier ce qu'on est aussi, quelque part. Oui. Et ça, au bout d'un moment, forcément, c'est pas être bien avec soi-même et ça fonctionne pas. À terme, ça fonctionne pas. Donc, oui, c'est vrai, s'adapter aux autres, c'est pas possible. Aujourd'hui, maintenant, j'ai 41 ans, hein, j'ai compris il y a que quelques années, en fait, que c'était pas à moi, en fait, de gérer, par exemple, si je pleure et que ça dérange, en fait, c'est mes pleurs. C'est la personne en face que ça dérange. Et après, ça lui appartient, en fait. C'est à elle de le gérer, pas à moi. Si moi, j'ai besoin d'accueillir ces émotions et c'est sous forme de pleurs, et ça me regarde, en fait. Après, le regard des autres, c'est pas toujours facile, hein, parce que quand quand c'est la famille encore, ils ont l'habitude. On a toujours le droit au truc, qu'est-ce que t'as, tu pleures, puis les gens, ils ont besoin de comprendre, etc. Bref. On a l'étiquette aussi, les sensibles. Oui, et alors? Voilà, oui, je suis sensible, oui, je l'exprime. De toute façon, je ne peux pas le contenir. Si je le contiens, je ne suis vraiment pas bien, quoi. Et de toute façon, à un moment, ça va me péter à la gueule, faut le dire. À force de contenir des larmes, de la tristesse, ça explose, quoi. On est souvent submergé parce qu'on a trop contenu aussi. Donc, alors que si on évacue un peu au fur et à mesure et qu'on accueille ce qui arrive, beaucoup de moins de problèmes. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai plus envie de contenir tout ça. J'ai plus envie. J'accepte. Et en plus, voilà, on en parlera sur un prochain live, mais aujourd'hui, pour moi, l'hypersensibilité, c'est un cadeau, vraiment. Mais ça l'a pas été pour longtemps. Ça a été plutôt un fardeau jusqu'à ce que je comprenne. Même si des fois, je me disais, quand même, on en avait parlé, je t'avais expliqué qu'il y a quelques années, j'étais allée dans une église pour un concert classique avec des orgues, etc. Après, je suis très sensible à la musique classique, hein. C'est aussi quelque chose qui me touche beaucoup, mon hypersensibilité. Et donc, il y avait une choriste, donc une soprane, hein, avec les orgues, un décor magnifique. Bref, tout juste pour me mettre... En plus, la personne chante l'Ave Maria, un truc triste qu'on a dans les enterrements, hein, faut clairement le dire, c'est hyper triste. Donc forcément, chez moi, ça vient vraiment soulever des émotions et ça déborde. Je pleure, je trouve ça d'une beauté sublime. Et en fait, tout le monde est sur Facebook en train de regarder des trucs, quoi. Et moi, je comprends pas. Je me dis, mais pourquoi les gens ne sont pas touchés? Comment ça se fait que moi, ça a cet effet-là sur moi et que les autres, en fait, ça ne les atteint pas? En fait, je suis dans l'incompréhension. Souvent, hein, je me dis, mais les gens, pourquoi ça les touche pas? C'est pas possible de pas être touché par certaines histoires. En fait, pour moi, c'est de l'incompréhension, clairement. Ce que tu dis, ça me parle beaucoup, la notion d'incompréhension. C'est une prise de, c'est pas une prise de conscience, c'est une libération très récente pour moi, et même une autorisation à dire aux gens, je ne vous comprends pas. Par exemple, quand on est dans des échanges,
comme je ressens à la fois mes émotions, celles de l'autre, ses énergies, tout ça, moi j'ai appris en plus en étant thérapeute, c'est que ça me parle beaucoup, donc j'aime bien comprendre les détails, qu'est-ce qu'il y a derrière, mais je suis épuisée à faire ça par exemple. Dans ma pratique de thérapeute, c'était très facile parce que j'avais un cadre d'accompagnement, mais dans ma vie personnelle, j'ai eu tendance à m'épuiser parfois, à écouter, à essayer de comprendre qu'est-ce que l'autre sent et pourquoi, puis quand c'est quelque chose qui n'est pas agréable, bah du coup, ah mince, mais qu'est-ce que j'ai fait? Enfin, ça fait tout un méli-mélo comme ça parce que j'ai envie de mettre du sens à tout. Et depuis quelques mois, parce que c'est très récent, en fait, à un moment, je me suis dit, mais en fait, c'est toi qui te tortures toute seule. C'est ça. Maintenant, quand quelqu'un me dit quelque chose et que je sens un inconfort et que je ne peux pas définir, je dis à la personne, mais en fait, je ne comprends pas ce que tu es en train de me dire. Parce que, je vous donne un exemple peut-être concret, la personne va me transmettre une idée, on va dire, conceptuelle pour elle, mais moi, je sens ce qu'il y a derrière le concept. Je sens ce qui la bouscule, ce qui la gêne même. Hein. Vous savez, quand on entend des fois des personnes, elles disent des choses qui nous gênent. Moi, je sens que la personne est gênée. Du coup, mon cerveau, il va aussi essayer de comprendre pourquoi elle est gênée. Mais je faisais tout de l'intérieur de moi. Et maintenant, je dis, bon, okay, elle est gênée. Je sens qu'il y a peut-être la tristesse et tout, parce que j'ai une facilité à décoder et à mettre des mots clairement sur l'émotion ou le ressenti. Mais maintenant, je dis, oh, ok, mais là, quand tu as dit ça, qu'est-ce que tu voulais me dire? Parce que je sens qu'en fait, derrière, il y a autre chose et tout. Donc, des fois, en face, la personne, oui, elle va nourrir la discussion. Puis des fois, ça bouscule l'autre. Mais moi, ça m'a tellement soulagée de dire à l'autre, ok, mais toi, là, qu'est-ce que tu ressens? Parce que moi, je sens qu'il y a un inconfort. Donc, je m'autorisais. Et c'est vraiment ce que tu disais aussi, c'est c'est à l'autre. Ça n'empêche pas que je suis ouverte, que moi, je suis aussi, comme toi, hein, Adeline, ouverte à la discussion si l'autre comprend pas que je suis triste, mais je suis plus ouverte au jugement. Par exemple, moi, avec plein d'amour, je dis à ma maman, son truc, quand elle me voit pleurer comme une madeleine, je dis comme une madeleine parce que c'est vraiment l'expression que je connais par cœur. Mais elle me dit, mais pourquoi tu te mets dans tous ces états? Rends-toi pas malade. Voilà. Ça n'a rien à voir. Et ça, je lui ai dit plein de fois. Alors, quand j'étais petite, j'avais juste envie de lui hurler dessus. Jamais voilà, elle a descendu, je vous explique pas, voilà. Mais une fois, je l'ai pris entre les yeux et je lui ai dit, écoute, maman, quand je pleure, je ne suis pas malade. Au contraire, je suis en bonne santé parce que j'exprime pleinement tout ce que je ressens. Donc maintenant, elle ne le dit plus. Ça, c'est parce que j'ai aussi, même si mes parents, ils ont fait le chemin que nous, on a la chance de pouvoir faire avec toutes les informations maintenant qu'il y a autour des atypiques et au potentiel des hypersensibles, j'ai clairement une maman et un papa, je pense, hypersensibles en tout cas. Voilà. Ouais. Ma mère, elle a toujours été très connectée. Elle est capable, si je pensais quand j'étais au salon que j'avais pas mangé le samedi, que je voulais un plat chinois, par exemple, elle arrivait avec un plat chinois. Je vous le dis franchement, il y avait vraiment une vraie connexion. Donc en tout cas, voilà, ça c'est une sorte d'apprentissage parce que si on nous a pas appris à écouter, moi, ce qui me manquait, c'est qu'on me dise, tu ressens telle émotion en fait. Voilà. Donc, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est la communication non violente. C'est là où j'ai fait ça. Vous voyez, je le fais naturellement. Il y avait une liste entière de besoins et de sentiments. Ben, j'étais trop contente d'avoir plein de mots pour dire tout ce que je ressentais. Voilà. Donc voilà, ça c'est vrai que c'est important d'entendre que c'est pas. Une fois, c'est ce que j'avais dit à Adeline, ce n'est pas toi qui es hyper sensible, c'est les autres qui n'arrivent pas encore à se connecter à leur sensibilité. En essayant d'être bienveillant et pas jugeant pour l'autre, mais de aussi l'intégrer comme une réalité. On n'est pas trop sans hyper être jugeant. Voilà, mais moi souvent j'ai un peu ce sentiment de dire pourquoi des gens, je te dis cette incompréhension et au fond de moi une tristesse en disant ils sont privés de tout ça. Tu vois, il y a ça aussi quelque part. Tu vois, je me disais comment ils peuvent passer à côté de ça alors qu'en fait voilà, c'est la capacité d'émerveillement. Ça c'est quelque chose que je ressens beaucoup quand je suis dans la nature, mais comme tu te dis, je suis comme une enfant. Ça me prend, ça m'envahit. Le moindre, tu vois, souvent je passe l'été, je sauve les fourmis volantes dans ma piscine, tu vois, je les revois partir, je suis tellement heureuse, comme des enfants, hein, vraiment, j'ai cette capacité à m'émerveiller et souvent les adultes, entre guillemets, qui sont pas sensibles, ça va pas les toucher. Ils me regardent comme si un peu j'étais une extraterrestre, entre guillemets, non, mais elle est complètement tarée, elle a sauvé une fourmi volante, elle en peut plus, quoi. Oui, en effet, ça me rend heureuse parce que ça fait partie de la vie, parce que c'est des valeurs, parce que tout matin, clairement, c'est une réalité. Mais c'est pas toujours facile, hein. C'est vrai que moi, j'ai entendu il y a pas très longtemps, je discutais avec une de mes clientes qui me disait qu'elle acceptait très mal son hypersensibilité parce que pour elle,
elle était très forte dans la vie, dans les épreuves, etc. Et que du coup, elle comprenait pas pourquoi quand elle regardait un truc à la télé, d'un coup, c'était les grandes eaux et qu'elle n'arrivait pas à contenir. En fait, c'était faire l'amalgame entre je suis forte et en gros, être hypersensible, c'est être faible. Et ça, c'est faux. Parce que croyez-moi, j'ai eu des graves galères dans ma vie et j'ai toujours avancé, je me suis toujours battue, j'ai toujours été une battante, j'ai un tempérament fort. Et malgré tout, je suis une hypersensible. Ce n'est pas incompatible. Et ça, je tiens à le souligner parce que je l'ai laissée parler. Je pense qu'elle n'était pas de toute façon pas prête à entendre que c'était pas incompatible. Et d'ailleurs, je l'avais invitée à regarder ce live sur les hypersensibles. J'espère qu'elle aura saisi l'occasion de le faire. Mais voilà, c'est pas parce qu'on est sensible ou qu'on est empathique, qu'il y a des choses qui nous touchent, qu'on peut pas être fort dans nos vies. Ce n'est pas incompatible. Non, puis c'est une autre force. Hein. Enfin, moi, je complète avec ça. C'est effectivement, moi aussi, on a beaucoup transféré cette image que la force, elle est que extérieure, que physique, que parce que j'arrive à prendre des coups dans la figure et que je tiens bon quand même. Hein, moi, j'ai aussi reçu un peu ce message, en tout cas dans cette forme-là pour moi. Et vraiment, aujourd'hui, je peux dire que ma sensibilité, c'est une force parce qu'en même temps, dans tout ce que j'ai vécu, si j'ai des amis qui me connaissent depuis longtemps, les gens, ils ont une image de moi, quelqu'un d'hyper fort. Pourtant, je me rappelle encore très récemment une maman de l'école qui me disait « Ah, mais dis donc, ça touche ça ». Et je dis « Mais attends, tu me vois pleurer tout le temps pour tout ». Mais en fait, du coup, elle ne s'arrête jamais sur mes pleurs parce qu'elle voit, comme elle suit ma vie plutôt dans l'intime, qu'au quotidien, j'avance, j'ai toujours de l'énergie, je rebondis sur n'importe quoi. Je peux parler de toutes mes émotions, il peut y avoir des tonnes de choses qui sortent d'un coup, mais qu'à chaque fois, ça avance. Et aujourd'hui, je me sens forte physiquement parce que si j'ai une galère, je peux tenir le coup, je peux un peu tenir les coups. Mais ce qui tient le plus et ce qui fait que je garde toujours la foi ou ma ligne de conduite, c'est vraiment ma sensibilité. Parce qu'avec elle, je peux rebondir, je peux écouter, je me sens pas fatiguée, j'en fais quelque chose, je peux nommer, enfin voilà. Et moi, aujourd'hui, ma puissance, au-delà de la force, ma vraie puissance de personne intérieure, c'est mes émotions. Et même si encore des fois, je peux me dire « Oh là là, t'as trop parlé » ou t'es trop exubérante. Parce que moi, du coup, c'est que ça sort vraiment comme ça. Vous voyez, on le voit par mes gestes, par tout ça. Mais c'est OK, en fait. Alors, il y a une petite partie du chacal là qui dit « Ah, t'as vu, t'as fait trop. » Mais maintenant, je lui dis « Ok, j'ai entendu que tu voudrais que je sois plus discrète, mais ça, c'est un rêve, en fait. » C'est pas possible. Je peux prendre ma place, mais avoir de la distance, essayer de l'autre parler, mais quand je parle, je suis pleinement moi et j'y vais à fond, quoi. Voilà. Et c'est pas, je me force pas, c'est pas un spectacle, c'est pas pour mettre en avant qui je suis, c'est ce que je suis. Je suis cette fille qui rigole fort quand elle a vraiment de la joie et qui pourrait célébrer et danser dans la rue, qui a envie de faire des câlins aux gens, comme celle qui va se recroqueviller sur son canapé quand elle est trop fatiguée, qu'elle a amassé trop d'énergie extérieure négative et qui va se mettre dans ce cocon et voir personne parce qu'en fait, elle a besoin de cette grotte-là. Voilà. Donc ça, c'est important de s'aimer dans ça et d'accepter qu'on est comme ça aussi. Voilà. C'est à nous de l'accepter, je pense. Je ne sais pas comment tu le vois, toi, Adeline, mais c'est à nous de nous aimer d'abord, en fait, d'aimer toutes ces parts-là. Et puis, ça a plein d'avantages dans le sens où moi, je trouve que ça me permet aussi d'être très intuitive. Ça me permet vraiment d'avoir cette intuition, d'avoir cette petite voix intérieure. Voilà, comme tu disais, il y a ce côté éponge qui fait que du coup, voilà, on est à fleur de peau, le moindre truc, finalement, on va finir par le capter. Et ça me permet vraiment d'avoir une intuition qui est très, très forte. Et bon, j'ai appris à suivre mon intuition au fur et à mesure des années parce que l'expérience m'a montré que souvent mes premières, non seulement impressions étaient souvent les bonnes. Par exemple, je me disais, mon mental me disait, oh, t'écoutes trop ton intuition. Et finalement, je me rendais compte à terme que j'aurais mieux fait de suivre mon intuition du départ et que c'était celle-là la bonne solution. Voilà, que ce soit ma petite voix intérieure, mon intuition, etc. Je trouve que l'hypersensibilité, elle m'aide vraiment à aller sur ce chemin-là. Et ce chemin-là, c'est le bon parce que c'est ce qu'au fond, moi, je ressens ce que je veux. Donc, clairement, pour moi, c'est vraiment important. Et ça me permet d'accepter ce que je suis parce que ça m'aide au quotidien aussi, cette intuition. Ça m'aide à aller de l'avant, en tout cas. Je fais une petite parenthèse. Il y a Evelyne là qui partage quelque chose. Adeline, elle répond « Ah, moi aussi, je sauve les mouches et autres insectes qui tombent dans l'eau et oh la joie quand ils repartent. » Donc voilà, je voulais partager parce que ça correspondait à ce que tu disais.
C'est ça. Oh, elle est repartie, oh, la bouche, elle est repartie. Et ça m'est arrivé, par contre, de devoir voir les sauver et de, par exemple, avoir un geste trop brusque. Ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. J'ai voulu prendre une bête, la mettre dehors et sans faire exprès, je l'ai tuée et j'ai pleuré derrière. Ouais. Parce que mon intention, c'était pas ça. Et en étant maladroite et un petit peu trop brusque, et j'étais au désespoir. Une fois, j'ai passé le rotophile, j'ai coupé une abeille en deux, j'ai pleuré tout l'après-midi. Parce que même quand j'en parle, là, ça m'émeut. Parce que je ne voulais pas lui faire du mal. Je l'ai fait de façon incontrôlée. C'était déprimant pour moi. Et ça, il y a des gens qui me regardent et disent, elle est tarée. Bah non, je suis pas tarée. C'est juste que toutes les vies, pour moi, elles comptent, en fait. Alors, je suis arachnophobe. Hein. Je ne tue très peu les araignées. Hein. C'est vraiment un truc que j'ai du mal à faire. Je le fais vraiment parce qu'elles me foutent les chocottes. Mais dans un territoire, par exemple, quand elles sont dans la maison, j'essaie de les jeter dehors, sinon c'est vrai, je les tue dans ce cas-là. Mais par contre, si elles sont dans d'autres jardins, extérieurs, garages, caves, ok, voilà. Je mets un peu d'espèce de limite. Mais oui, les insectes, c'est un truc… Même les guêpes, hein, les gens ils comprennent pas que je tue pas les guêpes. Je dis, mais moi, je m'émerveille de les voir bouffer des merguez dans mon assiette. Hein. Ah ouais. C'est ça. Je m'émerveille de les voir manger dans mon assiette en me disant, waouh. Elles sont là, je suis 10 000 fois plus grosse que pour elles, j'ai la taille d'une montagne, et elles sont là, elles viennent manger, regardez-les. Et tout le monde, moi j'ai vu mes beaux-parents, je me rappelle, ils les prennent, ils les coupent en deux. Et moi je trouve ça d'une violence. Je peux jamais faire un truc pareil, je trouve ça mais monstrueux en fait, vraiment. Donc voilà, c'est parfois compliqué, hein, parce que face aux autres, quand il y a ce genre de comportement où ça choque personne, on est là en se disant, mais pourquoi vous faites ça? Un peu de bienveillance, même pour la nature et le monde qui vous entoure, en fait. Tout ça, c'est le même univers. On fait partie du même air. Donc, voilà. Merci à la personne et merci, Evelyne, de dire que toi aussi, tu sèmes les insectes. Ça me rassure. Oui, Lisa, elle dit « Je me vois dans vos descriptions ». Evelyne répond « Moi aussi ». Alors, il y a quelque chose que tu disais. Et elle dit « Adeline, tu n'es pas seule ». Je confirme, tu n'es pas seule, Adeline. Mais je me suis sentie seule longtemps. Hein. Je me suis sentie seule très longtemps. Là, c'est vraiment, c'est peut-être je vais dire les 5 dernières années, quand on a commencé vraiment à parler des hauts potentiels, des hyper empathiques. Donc, c'est quand même super récent. Mais pendant des années, je me suis vraiment sentie seule. Parce que je sais qu'il y a des gens qui sont hypersensibles dans ma famille. Là, je l'ai compris il y a très peu de temps que j'avais un papa qui était hypersensible. Mais c'est en découvrant mon profil au potentiel que j'ai compris tout ça. Donc, c'est hyper récent. Et après, j'ai une grande sœur aussi qui, je pense, est une hypersensible, mais elle cache tout, elle garde tout. Donc, il n'y a jamais rien qui sort. Elle a un contrôle suffisamment, alors en tout cas, elle s'est coupée suffisamment de ses émotions pour pas laisser déborder. Et moi, je peux pas. Clairement, je ne peux pas faire ça. J'ai jamais su faire. J'ai toujours été débordée par mes émotions, même enfant. Bon, en fait, tu es extravertie, hein? Peut-être, finalement. Je la taquine un peu. Ouais, tu me taquines. Moi, j'aime bien quand tu me dis on fait une danse de la joie. Et moi, en fait, je ne peux pas faire une danse de la joie. Je peux faire quelque chose de petit. Je ne peux pas faire… je ne sais pas faire, en fait. Pour moi, c'est trop. J'arrive pas. Tu vois, ça fait pas partie de mon tempérament. Mais en fait, pour moi, extraverti, je le vis pas comme ça. Alors, effectivement, il y a la notion extravertie. Alors, on n'a pas la définition claire et nette, je pourrais pas vous dire comme ça, mais de la personne qui est exubérante. Mais moi, l'extravertie, c'est celle qui va vers l'extérieur. Introvertie, c'est celle qui garde à l'intérieur, pour moi. Et parce que tout à l'heure, tu expliquais que j'ai perdu un peu le fil, mais quand on parlait de ça, tu as dit oui, mais moi, j'étais toujours très sensible, ou tu as donné des exemples où moi, je me suis reconnue, en fait. Par contre, j'ai un mouvement vers l'autre, clairement. Mais moi, je connais des gens hypersensibles qui n'ont pas un mouvement vers l'autre, qui font le mouvement vers l'intérieur. Donc, je pense que c'est plutôt ça, tu vois, pour moi, l'introverti et l'extraverti. Après, comme on a dit au début, chacun construit suivant son histoire et qu'il est les choses. C'est ça qui est intéressant. Aujourd'hui, il y a vraiment des informations autour de tous ces thèmes. Nous, notre envie, c'est de partager, discuter, pour pas que les autres se sentent seuls. Parce que vraiment, pour moi, en tout cas, la rencontre avec Adeline, même autour de moi, j'ai des personnes hypersensibles et tout ça, mais avec Adeline, il y a quelque chose qui, c'est vrai, où c'est très facile, en fait. Au niveau émotionnel, c'est hyper facile. On peut parler, je me sens jamais jugée, vice versa, ça a toujours été. Ce qui n'est pas tout le temps le cas avec tous les hypersensibles, en fait. Faut pas bien sûr. Il y a, justement, suivant leur mode, suivant l'ouverture à eux-mêmes aussi, hein, et c'est vraiment pas un jugement, chacun son chemin. Mais il y a des personnes où on peut être un miroir dérangeant parce que la personne n'est pas encore consciente de toutes ses capacités, toute sa richesse naturelle, voilà.
Et ça, c'est important. Et moi, j'aime bien partager pour ça, pour que les gens soient comme là, quand je vois les messages, je dis, ouais, je me dis, ah, je me reconnais et tout. Et ça fait du bien. Parce que moi, je sais que, comme toi, j'ai pu me sentir seule. Déjà, je ne faisais jamais comme les autres. C'est-à-dire que, pas que dans les émotions, aussi dans ma façon de vivre. C'est-à-dire que mon hypersensibilité, moi, elle m'a développé aussi une grande. Un grand désir d'être libre intérieurement, de vouloir faire les choses comme je le sens, parce que, vous savez, je pense que tout le monde a pu vivre ça, c'est que on a quelque chose sur le cœur, on veut le dire, mais on n'ose pas, puis ça étouffe en fait. Voilà. Et ben moi, si je fais pas ce que mon cœur me dit, ça m'étouffe. Je deviens folle en fait. Je peux le dire que ça me met en état d'hyper stress. Et j'ai toujours eu besoin de faire. Après, avec des équilibres, parce que tout à l'heure aussi, tu parlais que quand tu vois les autres, les films et tout ça, tu pleures. Moi, je me suis rendu compte que quand je me retrouve trop longtemps au milieu d'un groupe où les émotions ne circulent pas assez, la seule qui réagit à la fin, c'est moi. Donc, en fait, c'est toujours moi qu'on regarde un peu comme ça, en disant, qu'est-ce qui lui arrive? Moi, je peux vous dire aujourd'hui que je ne pleure pas pour moi. Je pleure tout ce que les autres ne pleurent pas. Je crie tout ce que les autres ne crient pas. Et ça, j'ai vraiment appris à faire attention aussi. Ça m'a demandé du temps, de l'analyse, de la validation, en disant, en fait, même moi, je me disais, qu'est-ce que tu racontes là? Tu pleures pas les émotions des autres. Mais quand, dans le domaine énergétique, et aujourd'hui, on commence vraiment à parler qu'on peut être contaminé par les émotions des autres. Mais moi, voilà, mon hypersensibilité, c'est que j'étais contaminée par les autres. Et quand je me retrouvais dans un milieu, comme l'histoire tout à l'heure, où je pars en pleurant, mais en fait, je pleurais pour ma famille. Je pleurais pour ce qu'ils ressentaient et qu'ils exprimaient mal. Donc moi, je déversais, je suis un peu la soupape beaucoup. Donc ça, j'ai vraiment appris à faire attention. Et ça, c'est mon hypersensibilité, c'est ma façon aussi de canaliser plein de choses. Donc ça m'aide beaucoup dans mon travail, avec mon intuition, ça m'apporte vraiment. Je rejoins Adeline sur le fait que aujourd'hui, mon intuition, elle est même des fois, elle me déroute parce que vous avez certainement, voilà, je fais une parenthèse, vous êtes ouvert, tant mieux, ça vous parle pas, vous mettez de côté, mais moi, il m'arrive de sentir déjà ce qui va se passer. Qu'une amie m'appelle, je sais qu'elle va m'appeler. En fait. Je pense à cette personne. Alors, je ne peux pas dire elle va m'appeler, mais je pense, et en général, on parle de coïncidence, mais moi, voilà, je les ai par cette intuition. L'intuition, elle m'aide aussi dans mes choix professionnels, de sentir des choses, de mettre en place des projets avant que ce soit le moment. Alors, c'était une grande souffrance aussi, parce que moi, j'ai été trop précurseur. C'est-à-dire, je faisais les choses beaucoup trop en avant par rapport au potentiel ou au bon moment pour le faire. Hein, j'ai fait plein de projets et en fait, j'arrivais jamais au bout. Et à un moment, je me suis dit, tu te plantes. Non, c'est que comme je le ressentais, moi, je suis déjà dans le faire, dans l'action et tout, mais c'était pas la bonne époque pour le faire. Quand j'ai eu mon salon de coiffure, j'ai des produits naturels, j'ai des soins et tout ça. C'est que depuis quelques années qu'on voit ça vraiment dans les salons de coiffure. Moi, mon salon, ça fait 16 ans que je l'ai eu. Et du coup, j'ai dû le vendre parce que ça allait pas, ça marchait pas. Dans le sens, c'était pas assez rémunérateur, vous voyez. Mais du coup, ça peut jouer sur ce côté-là. Notre hypersensibilité peut nous attirer vers des envies, mais il faut faire aussi être patient parfois parce que on peut être intuitif, sentir, mais il faut voir l'entourage s'il est prêt à ça, quoi. Autant professionnel que personnel. Donc voilà, j'ai fait un petit peu, j'ai parlé de plusieurs choses, mais moi, ça se regroupait beaucoup tout ça. Ça parle beaucoup des difficultés aussi quand on est hypersensible, on peut avoir, ça nous crée des difficultés même si on n'a pas été jugé parce qu'on n'est pas dans le mouvement toujours de la société aussi. Ouais, je suis d'accord. Pas encore prête pour nous. Je veux dire comme ça. Ouais, il y a qui, tu vois, 20% c'est beaucoup, mais c'est pas la majorité déjà. Donc pour être compris, c'est compliqué. Et puis tu disais, comme tu viens d'expliquer, je vais rebondir sur ce que tu as dit parce que comme toi, en fait, j'ai pas suivi les autres tout au long de ma jeunesse ou de ma vie. J'ai pas pu faire le mouton parce que ça résonnait pas chez moi. Et il y a pas longtemps, tu as fait une publi qui disait, je peux pas aller contre cœur, aller voilà. Ça me parle. Bah oui, parce que clairement, voilà, j'étais pas, je suivais pas la mode. Des gens qui avaient pas des discussions profondes ou qui étaient superficielles, ça m'attirait pas. Donc quand j'étais au collège ou au lycée, les trucs maquillage, machin, tout ça, c'était pas mon truc. Moi, c'était plus la culture, la littérature, voilà, des choses qui me faisaient vibrer en fait. Et souvent, pareil, j'étais quand même assez, je pense assez ancrée avec moi-même par rapport à tout ça. Ça pouvait être souvent déstabilisant pour des adultes de me voir peut-être aussi ancrée, aussi
pas différente, mais en tout cas, je revendiquais pas, mais je faisais rien pour que ça se passe bien. Pourtant, j'avais beaucoup d'amis, hein, j'ai toujours été sociable, etc. J'ai toujours été rigolote, voilà. Mais voilà, si je voulais pas faire de trucs, par exemple, mes copains, bah, ils se murgeaient la gueule en faisant des fêtes, mais jamais de la vie, je leur ai fait ça. Ça m'intéressait pas. C'était quoi l'intérêt? C'était pas, voilà, je suivais pas le mouvement pour faire comme les autres. Quand il fallait porter tes petites de fringues, et ben moi je faisais pas. Enfin voilà, j'ai toujours été un peu à contre-courant, c'est vrai, mais jamais à contre-cœur. Et tu parlais aussi du fait que voilà, c'était pas toujours facile. Et en effet, le jour où j'ai découvert, enfin, j'ai vraiment compris que je fonctionnais différemment au niveau de ma sensibilité. Donc j'étais petite, hein, je devais avoir 7 ou 8 ans. En fait, on était allé au catéchisme et on avait fait des cartes de Noël pour une maison de retraite. Et on est allé amener ces cartes de retraite et on a dû les montrer aux personnes âgées, enfin leur donner en fait. Et en fait, moi, j'arrive près d'une dame et cette dame me dit, mais moi, mon petit, je vois pas, je suis aveugle. Et pour moi, ça a été tellement difficile que j'ai pleuré en lui expliquant la carte et tout. J'ai été vraiment touchée. Je voyais aucun enfant qui réagissait, tout le monde s'en foutait en fait, entre guillemets, ça ne touchait personne. Sauf que moi, ça a été très difficile pour moi d'accepter qu'elle soit aveugle et elle voyait que voilà, il y avait de la tristesse, elle pouvait pas partager la carte, donc j'ai absorbé tout ça quelque part et je l'ai, comme tu dis, hein, je l'ai sorti. Il y a beaucoup de ça quelque part, c'est vrai aussi. Et quand je suis rentrée à la fin de journée, la dame a dit à ma maman, on a eu un problème. Et je me suis dit, mais moi, j'ai pas eu de problème. Moi, j'ai juste été triste parce que la dame, elle pouvait pas partager avec moi, parce que voilà, je trouvais que ça me touchait, quoi. Et c'est pas un problème, en fait. Et là, je me suis dit, mais pourquoi elle dit que c'est un problème? Moi, je l'ai pas vécu comme un problème. C'est juste que, comme on a parlé des étiquettes tout à l'heure, être hypersensible dans notre société, c'est vu comme un problème. Oui, puis enfin, je sais pas si tu as terminé, mais moi, par exemple, ce que tu dis, ça me parle beaucoup. À cette rentrée, j'ai une expérience avec les maîtresses de ma fille et de mon fils. Donc, la démarche des maîtresses, toujours, et vraiment, il y a zéro jugement dans ce que je vais dire. Hein. S'il y a une maîtresse qui passe par là, je veux pas parce qu'elles y mettent vraiment du cœur et tout. Mais en fait, un jour, ma fille et mon fils, le même jour, ont pleuré pour la même chose, chacun dans leur coin. Donc, à la maison, en fait, mes enfants sont éduqués à exprimer tout ce qu'ils ressentent. Voilà. Alors, pour des gens, ça peut beaucoup, mais moi, c'est tellement important pour moi et je ne peux pas m'en empêcher que, voilà, ils sont habitués. Donc, ils expriment tout, vraiment tout. Voilà. Et à l'école, du coup, ils savent s'adapter, mais ils expriment quand c'est dur pour eux, ils peuvent pleurer et 5 secondes après, c'est fini. Hein, voilà. Ce jour-là, ils ont pleuré beaucoup. Ils ont parlé de choses très lourdes, puisqu'avec leur papa, on est séparés, donc ils ont exprimé qu'ils étaient malheureux, hein, voilà. Mais tous les deux en même temps. Hein. Vraiment, c'était un truc. Et la directrice de l'école est venue me voir quelques jours après en me disant, voilà, Léonie, je voulais savoir si ça allait, et Timothée, parce qu'ils ont beaucoup pleuré et tout ça. Donc moi, sur le coup, oui, c'est normal, ils ont pleuré, j'ai discuté, j'ai exprimé. Je me suis inconsciemment un peu justifiée pour que la maîtresse se sente à l'aise. Et c'est en rentrant chez moi, je me suis dit, mais en fait, moi, je trouvais ça normal et je lui ai expliqué notre situation d'une façon tellement naturelle que je ne me suis pas posé plus de questions. Mais c'est en rentrant chez moi, je me suis dit, en fait, elle est venue vers moi parce qu'elle était inquiète. Je pose la question, c'est un problème. Moi, je ne l'ai pas vu sur le coup. J'ai juste vu sa gentillesse de vouloir éventuellement savoir s'il y avait des problèmes et tout. Et je me suis dit, bon, ok, je sais que c'est fait en bienveillance, c'est vraiment dans cette démarche. Mais je me dis que dans des milieux ou peut-être avec des personnes moins bienveillantes, où justement ça les bouscule, elles, les émotions, mais je pourrais me retrouver avec une assistance sociale peut-être sur le dos parce que les gens disent « Ah, les enfants pleurent beaucoup, ils ont… » Ça, vraiment, je dis pas que c'est tout le temps, mais je pense que c'est important et moi, je suis à l'aise. Donc, je pense que les gens, ils peuvent pas sentir que je suis déstabilisée quand on parle d'émotion, mais c'est quelque chose qui peut déstabiliser parce que les maîtresses, elles ont pas l'habitude. Moi, j'ai expliqué, mais c'est normal qu'ils pleurent. Après, si vous, ça vous gêne, j'entends, trouver des solutions. Moi, je prends, vous êtes en classe. Mais moi, si mes enfants ils pleurent, c'est OK. Hein. Au contraire, merci. Voilà. Donc, je fais ce chemin-là parce que, comme on disait, c'est le regard de l'autre souvent. Qu'est-ce que l'autre fait de ce que nous, on vit? Voilà. Et aujourd'hui, à l'école aussi, c'est difficile, ça. Des enfants hypersensibles, face à un adulte qui ne sait pas accueillir ses propres émotions, c'est pas facile. Voilà. Moi, je sais qu'à l'école, en tout cas, on a pu en parler beaucoup avec Albine, moi, j'ai un vrai trauma de l'école. J'ai travaillé très récemment. C'est un traumatisme. Si tu
si on me parle d'autorité scolaire, je vous explique pas, je suis une guerrière, quoi. Voilà. Mais c'est important et moi, je suis sensible à ça, j'y fais attention. Et je pense que peut-être des personnes se retrouveront là-dedans. Ça peut vous ramener à votre enfance, parce que des fois, on n'est pas toujours conscient aussi de ce qu'on a vécu, ce qui a été dur. C'était tellement la norme, c'est tellement ce qu'on devait vivre. Moi, je me disais, bon, bah, Stéphanie, c'était comme ça et tout. Mais non, en fait, j'ai découvert que moi, j'ai voulu prendre la position de l'enseignante. Il y a toutes les parents en moi qui disaient, non, non, tu peux pas faire ça, c'est trop nul d'être enseignant. Mais attention, pas d'être la personne enseignante, mais d'être l'autoritarisme ou la pure à l'émotionnel ou la singularité. Donc, je mets des bémols, mais c'est important. Mais c'était ça. Donc, on peut vivre plein de choses. Et ça peut nous bloquer parfois dans notre chemin personnel. Mais en même temps, c'est, comme on a dit Adeline, on vous dira ça dans un autre live, mais maintenant, c'est une vraie richesse. Et je sais observer tout ça. C'est prendre le temps. C'est prendre le temps. Je me permets juste, je vois qu'il y a des petits messages. Ouais, moi aussi, j'ai des messages, donc vas-y, si tu veux. Mes proches disaient que c'était un grand défaut d'être trop empathique, que l'oublier. Alors, je l'oublie en pensant trop aux autres. Ouais. Je m'oublie. Ah, que je m'oublie en. Voilà, pardon, ouais. que je m'oublie en pensant trop aux autres. Alors, je me permets de faire une petite réponse. Bien sûr, l'empathie, c'est une vraie qualité. Après, il faut avoir les bonnes notions derrière l'empathie, parce qu'il faut faire attention. Enfin, moi, je l'expérimente, je peux le voir. Justement, demain, je vais faire mon live perso, c'est sur un peu ce thème-là, l'empathie. Faut faire attention, effectivement, qu'on ne soit pas dans la pitié. Hein. On peut très vite confondre empathie et pitié, où on nous a appris à « Oh, le pauvre, bah, comme il est ou elle est triste, ok, ah, mais qu'est-ce que je peux faire hein. C'est notre côté tellement bienveillant où on veut sauver l'autre. Et c'est ça la différence. L'empathie, c'est une belle qualité, c'est la capacité de comprendre l'autre, mais on ne peut pas porter pour l'autre. Voilà, c'est ça. Je ne sais pas si toi, tu as quelque chose à dire autour de l'empathie, mais… Alors, oui, c'est vraiment, il faut être vraiment judicieux avec cette histoire d'empathie. Comme tu dis, il faut vraiment pas sombrer dans la pitié et dans le côté je vais la sauver. Parce qu'on ne peut pas sauver tout le monde. Déjà, il faut déjà commencer par toi-même, c'est déjà pas mal. L'empathie, c'est une belle qualité, je suis d'accord, parce que ça permet de ressentir ce que ressent l'autre et ça permet aussi de le comprendre et d'être à l'écoute. Voilà, ça permet une vraie qualité d'écoute, l'empathie, une compréhension, une bienveillance. Mais attention de ne pas justement passer du côté, justement, on peut se faire manger. Là, on a Laetitia qui nous dit « Les gens sont perdus. J'ai l'impression, lorsqu'on fait part de nos émotions, ils sont perdus devant les pleurs, je pense. » Alors, Laetitia, les pleurs, ça déstabilise la plupart des gens. Et voilà, je l'ai expérimenté il y a quelques années. Il y en avait eu un petit dégât des eaux ici. Et bon, on a eu un gros litige, bref. Et le gars est venu un soir et j'en pouvais plus. Et en fait, comme je suis très émotive, et en fait, ça a fini par des pleurs. Et ça l'a décontenancé. Mais quand je vous dis décontenancé, le monsieur s'est décomposé. Il savait plus quoi faire. Il savait pas comment gérer. C'était des pleurs d'incompréhension, de colère chez moi, tout ça, de la tristesse, etc. Il était vraiment, ça l'avait complètement mis. Et c'était un gros bonhomme au début, il est arrivé comme ça en disant ouais, de toute façon, c'est comme ci, c'est comme ça. Et une fois qu'il m'a vu pleurer, c'était un agneau. Il savait plus quoi faire. Donc oui, les gens sont complètement décontenancés par des pleurs. Donc là, ça s'est bien passé pour moi dans le sens où du coup, il a été plus sympathique parce qu'il ne savait pas gérer et du coup, il a été beaucoup plus doux. Il y a beaucoup de gens que ça dérange. Et soit, voilà, ils vont vous montrer du doigt en disant, en vous collant l'étiquette, ça on en reparlera plus tard, t'es fragile, t'es sensible. Moi, j'ai entendu des trucs, t'es une tapette, des trucs pas toujours très gentils. Mais voilà, après, c'est les gens qui le ressentent comme ça. C'est une façon de se protéger aussi, je pense. Elle dit donc il faut savoir gérer l'empathie. Je suis en pleine phase d'apprentissage. Eh bien oui, Laetitia, bon courage. Mais oui, ça s'apprend aussi, savoir gérer l'empathie. Et cette histoire de pitié, ça me semble important. C'est toujours une histoire de positionnement finalement. C'est toujours pareil, dire ok, j'entends ce que tu me dis, ça me touche, j'entends ta souffrance, j'arrive même à la sentir presque. Ça, en tant que thérapeute, moi, je sais pas pour toi, Stéphanie, moi souvent c'est difficile parce que des fois j'ai des gens qui ont quand même des gros dossiers. Donc, je ressens, tu vois, tout ce qu'ils disent pas, c'est ce que tu dis. Moi, à la fin de la séance, quand ils partent, c'est moi qui pleure. Parce que tout ce qu'ils n'ont pas sorti, qui c'est qui va le sortir? C'est Bibi. Donc, des fois, c'est compliqué. Donc, l'empathie, ça nous permet aussi de comprendre et de pouvoir les accompagner parce que c'est là qu'on se rend compte aussi de la force de leur souffrance et de la profondeur de tout ça. Et oui, ça s'apprend.
Donc, c'est important d'être toujours aussi aligné avec soi-même. Comment on gère l'empathie? Parce que je suis un peu débordée, elle dit. Est-ce que tu me permets de répondre à quelque chose, à cette question? Alors déjà, moi je suis très sensible aux mots. Je préviens. Déjà, gérer, là, ça va pas. C'est comme quand on parle gérer des émotions, on ne gère pas. Ça ne se gère pas parce que gérer vient du mental. Ça s'accueille. Et quand l'empathie, on ne sait pas quoi en faire, c'est... En fait, je vais faire un petit cours, entre guillemets. Le cerveau, il met en forme des actions par le ressenti. C'est d'abord notre ressenti qui donne l'information. Si vous dites « je dois, il faut », en fait, il ne faut pas croire, ça ne tient pas longtemps, ça. Par contre, si vous laissez envahir, en tout cas, pour moi, une émotion, une sensation, la meilleure chose, c'est de se laisser envahir. Donc, c'est inconfortable au début, on se sent déstabilisé, on peut se sentir en hyper-stress parce que du coup, c'est plein d'infos en même temps. Mais si vous essayez d'y gérer, en fait, c'est le mental qui va à nouveau mettre des cadres vraiment enfermants. Si vous laissez le senti, il y a des méthodes aussi pour ça. Par exemple, moi, j'ai fait ça toujours naturellement, mais j'ai découvert qu'il y a la méthode Tipeee, qui est un outil d'écoute de ces ressentis. Et bien là, le cerveau, derrière le ressenti, il va tout de suite mettre en action quelque chose qui est de la contenance, mais pas de l'enfermement ni du cadre. Il contient, il aide à structurer ce que vous ressentez. Bien sûr, c'est une gymnastique, bien sûr, ça s'apprend. Là, c'est des mots que je dis, ça paraît fun, mais je sais, moi, il m'a fallu du temps pour y arriver. Mais le mot gérer, moi, j'ai les poils qui hérissent à chaque fois. C'est comme quand j'entends des programmes de gestion d'émotions, quoi. Pour moi, ça n'a pas de sens. Même si je comprends ce que ça veut dire, c'est déjà partir du mauvais point, puisque l'émotion, c'est chose qui est sensorielle, physiologique, en fait. Donc, on peut gérer avec la... Après, on peut y mettre du concept. On peut apprendre ce que c'est une émotion. On peut apprendre le langage émotionnel. On peut apprendre le langage des ressentis, parce que l'empathie est liée au ressenti avant d'émotion, quand même, pour moi. C'est une notion de... Je me laisse traverser par l'énergie que l'autre dégage. Parce que dans le domaine énergétique, quand on parle d'échange, par exemple, en fait, quand je discute avec quelqu'un, nous échangeons des énergies. Il y a une énergie qu'on ne voit pas qui se partage. Et quand l'autre a une énergie forte, on va être traversé. Si nous, on se protège, on gère, on va la garder. C'est là que ça nous rend mal. Si on se laisse traverser en disant « Ok, c'est l'autre qui ressent ça. Ok, c'est là où, même s'il y a des parties de moi qui résonnent avec ça, j'entends, mais là, je ne parle pas de moi. » Donc, j'aime bien, moi, ça m'a beaucoup aidé, en tout cas, cette image. J'avais découvert à travers, on en avait déjà parlé, la prophétie des Andes, où on voit deux personnes qui discutent et on voit les énergies qui se mélangent. Et quand la personne devient dans une énergie de colère, on va dire rouge, l'autre commence à être rouge, mais si elle reste alignée, elle reste blanche. Et en fait, elle se laisse traverser, mais c'est pas elle. Et cette image-là m'a beaucoup aidé à faire évoluer ma relation à ce que je ressentais au niveau énergétique. Moi, c'est ce terme qui m'a aidé, en tout cas, à être plus à l'aise après. Donc, c'est pour ça que je vous partage avec vous, même si ça peut paraître des fois un peu compliqué ou même où ça vous parle pas beaucoup, mais visualiser une énergie qui nous traverse, quelque chose qui passe à travers nous, mais qui n'est pas nous. Voilà. Donc, voilà, je voulais répondre aussi dans ce sens-là parce que le gérer, pour moi, c'est très mental. Je trouve que ça peut être... pour un hypersensible, pour peut-être personne qui est moins sensible, gérer, ça va aller, mais pour un hypersensible, je pense que ça peut être une notion trop négative, en fait. Voilà. Je le dis par rapport. Il y a le risque de se couper quelque part, tu vois. En passant trop dans le mental, tu finis par couper mettre une barrière émotionnelle. Et finalement, tu n'es plus dans l'échange parce que tu es trop dans la protection. Et finalement, là, il ne se passe plus rien. Tu n'as plus tout ça, plus ce lien. Et s'il n'y a pas cette force de lien, en tout cas, quand tu es en thérapie ou quand tu as quelqu'un en face qui a besoin, ça fausse tout, en fait. Donc, voilà, il faut arriver aussi à ressentir, comme tu dis, qu'est-ce qui m'appartient et qu'est-ce qui n'est pas. Le mental, il va aussi par rapport, il va quand même faire une partie d'analyse, mais de toute façon, on le dit souvent, le mental et ce que le ressenti, c'est une équipe. C'est pas des choses qui sont différenciées, ça fonctionne ensemble. Et tout ça, c'est des choses à faire dans votre quotidien au fur et à mesure. Bien sûr, c'est pas en un claquement de doigts que ça va se mettre en place. Après, soyez bienveillant avec vous-même aussi, ça c'est important.
Dire, OK, bah là, j'ai pas réussi, je n'arrive pas à savoir, mais j'ai quand même ressenti des choses. Vous allez faire petit pas par petit pas. Stéphanie, ça fait 20 ans qu'elle fait ça. Donc, pour elle, bien sûr, dans son quotidien, c'est facile. Moi, ça fait quelques années. De dire comme c'est trop facile. Mais pour toi, je sais que c'est simple. Je te le vois quand on discute ensemble, je le vois bien. Comment c'est tout de suite. Voilà, hop, tu le ressens, tu l'analyses, etc. Je vois bien que ça se fait de façon spontanée. Moi, je vais encore beaucoup passer par le mental, clairement. Et au fur et à mesure, je commence à lâcher. Voilà, au fur et à mesure des expériences, des rencontres, des apprentissages, de mes lectures, des choses que je mets en place. Mais bien sûr que ça se fait pas comme ça en un claquement de doigts. Donc, bien sûr, ça prend du temps. Après, il faut déjà vous autoriser à être ce que vous êtes. Déjà, commencez déjà par ça. Ce sera déjà un énorme cadeau que vous vous ferez. Et Adeline a raison. Moi, ça fait... en fait, j'ai découvert effectivement la communication non violente qui a été vraiment l'outil. Alors, il y a toute la partie énergétique, spirituelle qui m'a apporté des notions qui venaient résonner avec ce que je ressentais, parce que moi, je ressentais beaucoup de choses du langage non verbal. Les gens pouvaient ne pas parler, je ressentais beaucoup de choses. Donc, la notion énergétique m'a aidée dans ce domaine-là, la partie ésotérique aussi. Mais c'est la communication non violente, c'est cet outil premier qui, là, lui, m'a amené du concret, de comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau sensoriel, émotionnel et de mes besoins. Voilà. Et là, j'ai pu mettre des mots et puis j'ai pratiqué. Enfin, moi, c'est mon chemin de vie, c'est mon besoin, c'est me sentir bien, en fait. Ce que je voulais, c'est trouver la sérénité en moi. Voilà. Donc, c'est vrai que ça fait 20 ans que je pratique. Donc, ça fait 20 ans, je suis un prix Nobel, il paraît, au bout de 20 ans de pratique d'un truc. Bien, prix Nobel. Donc, un prix Nobel de l'écoute. Mais c'est un chemin. Et même des fois, encore, on échange. Il y a des sujets où je me trouve coincée, mais c'est vrai qu'intégrer mon cerveau, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de trouver la solution. Qu'est-ce qui se passe? Je décortique. Moi, je préfère m'enfermer et décortiquer pour revenir dans la situation bien. Quoi. Voilà. Donc ça, J'ai des petits messages de mon côté. Alors, Evelyne, pour moi, c'est la méthode fœtus. Je me replie en position et complètement couverte à l'écoute de ce battement de mon cœur. Je recrée le cocon, si ça peut en aider certains. Oui, c'est un très bel exemple. Chacun, bravo. Ah ouais, c'est vraiment... chacun trouve ses outils aussi pour revenir à soi. Ça, c'est important. Et puis, il y a Lisa qui dit justement comment gérer les émotions quand on va vers l'autre, qu'on a eu des sentiments pour elle et que l'autre me repousse parce qu'elle n'a pas de sentiments, mais parce qu'elle a peur d'aller loin. Alors, justement, comment gérer les émotions quand on va vers l'autre, qu'on a eu des sentiments. Alors après, il faut décortiquer. Je vais dire ça comme ça. Ce qu'il faut... Après, peut-être qu'on pourra faire un live direct complet sur les émotions parce que ça a vraiment toute cette consistance. Mais sachez qu'on ne ressent pas une émotion à la fois. On ressent une multitude d'émotions des différentes parts de nous. Il faut résumer un peu la chose. Donc, il peut y avoir l'adulte, le parent, l'enfant pour les premières bases des parents en nous. Mais après, il peut y avoir l'adolescente, il peut y avoir le gardien, il peut y avoir plein de choses. Et si chacun a son angle de vue sur la problématique, il peut y avoir plein d'émotions ensemble. Donc, la première chose avant d'aller vers l'autre, c'est ce qu'on apprend aussi, c'est qu'avant de faire une demande en communication non violente, on fait un retour à soi. Donc, je ressens des choses. OK, au lieu d'être tout de suite dans la réaction et de trouver une solution, c'est OK, là, je ne me sens pas bien avec ces émotions et je ne sais pas quoi en faire, je ne comprends pas tout. Donc là, je prends du recul et je réglerai ça plus tard avec l'autre, mais d'abord, je reviens à moi. Ça, c'est important. Et quand il y a des sentiments, c'est ça, ça veut dire que parfois, on doit rester avec nos émotions. On ne doit pas essayer tout de suite les faire partir et s'en débarrasser. Je peux le dire aussi en tant que personne, c'est que il y a à la fois la part de moi qui a toujours envie de sentir plein de choses et celle qui a tout le temps envie de rien sentir. Il y a deux souvent. Il y a celle qui adore les sensations, et puis il y a celle qui, quand c'est pas des sensations confortables, va dire non, non, j'en veux pas. Mais en fait, c'est une invitation à tout ressentir. Ce qu'on disait, être à l'écoute de ce qu'on ressent de soi, c'est accepter de tout ressentir et même ce qui est inconfortable. Et si on a assez, je vais le dire comme ça, dans le mental, de connaissance, de vocabulaire, de compréhension des émotions de façon logique, et ben, les deux ensemble, je fais un schéma, là, je ne sais pas si je suis bien claire, voilà, les deux ensemble vont travailler pour, quand vous allez ressentir votre cerveau, moi, il va les piocher dans les cases. Ah là, c'est de la tristesse, ah là, c'est de la colère, ah ça.
Mais ça, c'est une pratique. Et c'est pour ça qu'on dit de ne pas gérer les émotions, mais de les accueillir. Le travail qu'on a à faire, c'est de dire, OK, ben, je suis responsable. Aujourd'hui, je suis l'adulte. Pour ceux qui ont des enfants, c'est un peu comme quand un enfant arrive avec une décharge émotionnelle. C'est pas en lui disant tais-toi que la décharge elle va s'arrêter vite. C'est en disant OK, quelque chose qui va pas. Et c'est en laissant l'enfant aller jusqu'au bout de cette décharge. Après, il va y mettre des mots. Il va dire oui, ben là, c'est le copain, il n'était pas sympa tout à l'heure. La maîtresse, elle n'a pas fait ce que je voulais. Gna gna. La phase première, c'est une phase de crise. Et pour l'adulte, c'est pareil. Et sachez que adulte, pour moi, quand on ne nous a pas appris à être vraiment dans cette pratique de l'écoute de soi, on repasse les phases de l'enfance qui faisaient des caprices. Je dis ce mot-là parce que c'est celui qui est le plus connu. Mais la partie où il y a de la décharge, hein, c'est une décharge. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de gestion, il y a juste prendre le temps et après essayer de sectariser. Ben, ça, c'est la compagne, ça, c'est la petite fille qui parle. Mais pareil, hein, c'est difficile à dire, mais c'est aussi un chemin. C'est difficile à faire. Je m'excuse Stéphanie parce que sur Instagram, les directs ne durent qu'1 heure. Donc, dans 20 secondes, il va être coupé. Donc, c'est pour ça que… Il est coupé. Voilà, bon, ça a disparu. OK. Alors, voilà, ça s'est coupé d'un coup. Ah oui, je ne savais pas. Alors, attends, je vais être obligée de le remettre. Est-ce que tu veux le lancer? Ça a coupé d'un coup sur Insta. Je suis désolée pour ceux qui regardaient. Je vais vite reprendre, je vais relancer. Il va falloir que tu… Ouais, en fait, voilà, on est limité à 1 heure. Je peux continuer à parler sans souci. Je vais juste le mettre en IGTV. Je suis obligée, sinon après, c'est perdu. C'est pas un souci. Hop, je vais revenir après. Hop, je suis hypersensible. Je remets mon petit support. Donc, je vais laisser publier. Normalement, ça devrait remarcher. Je vais pouvoir relancer le live. Du coup, je ne t'entends plus parce que j'ai mes écouteurs sur Insta et pas sur l'ordinateur. Mais même sans le son, tu es merveilleuse. Je discute avec moi-même et avec les personnes qui sont là. Je ne vais pas continuer sur ce sujet de gérer et d'accueillir. Franchement, la meilleure chose pour y arriver, comme je vous dis, je sais que c'est des mots, tout ce que je vous dis, mais pour arriver, c'est une pratique et pour ça, ça va être des petites étapes. Au départ, c'est peut-être juste prendre du temps. Tiens, là, je ressens quelque chose. C'est dire, OK, je ressens quelque chose. Et on ne cherche pas à décortiquer mentalement, mettre un concept ou dire pourquoi, c'est quoi la raison, c'est ma faute, c'est la faute de l'autre. Non, c'est juste, OK, je ressens. Donc, juste d'abord se connecter à ces sensations. Quand c'est ça, ça y est. Alors, si tu veux… En décalé. Voilà, attends, je vais étendre le son. Hop. Tu m'entends toujours? Alors, attends, parce qu'il y a un décalage. Attends. OK. J'attends de pouvoir t'entendre sur Instagram pour ne pas avoir le son en doublon. Ça connecte. Oui, je t'entends. Mais je vais éteindre là parce que si, ça fait un décalage pas agréable. Ça y est, c'est tout bon. Alors, désolée pour ceux qui ont été coupés en plein. Voilà, c'est juste simplement pour ceux d'Instagram. Je suis désolée. Comme les Instagram durent qu'1 heure et qu'on a un petit peu dépassé, ça a coupé d'un coup. Donc, voilà, on vous retrouve. Je ne sais pas où Stéphanie en était sur Facebook. Du coup, on a été un petit peu coupés. Mais voilà, ce coup-ci, c'est bon. Je suis en train d'expliquer des premières étapes peut-être à faire pour être à l'écoute de ces émotions, de ces ressentis. Et qu'au départ, il y a une chose, mais la plus plus simple, c'est juste, je ressens quelque chose et je le reconnais que je ressens quelque chose. Et peu importe si je peux l'analyser, le décortiquer, ça, c'est pour plus tard. C'est une répétition de j'écoute, oui, je reconnais déjà, je reconnais que je suis dans le ressenti, je reconnais que je suis envahie, point barre. C'est un petit peu, moi, je fais beaucoup d'exercices avec le miroir, je suis plutôt, ça, c'est mon outil de prédilection, et j'invite les gens à se regarder. C'est bête, hein? Mais c'est regarder, c'est prendre un temps de dire « Ah, je suis là. Je me ressens. » Parce que quand on se regarde, comme on regarde l'autre, on s'envoie des informations et il y a des informations qui passent au niveau sensoriel. Voilà. Ouais. Donc, apprendre à faire ça. Après, si vous avez l'habitude quand même déjà de vous écouter, parce que vous faites peut-être du yoga, de la méditation, du tai chi, de la musique, vous sentez que quand même, voilà, il y a d'autres étapes après qui sont « Ok, maintenant que je ressens quelque chose, je vais essayer d'y mettre des mots. » Donc, par exemple, je reviens à la communication non violente, mais c'est un très bon outil, pas la technique en elle-même, mais il propose des listes d'émotions et de sentiments et de besoins qui peuvent vraiment développer votre vocabulaire. Moi, je vous invite à développer votre vocabulaire sensoriel et émotionnel. Parce que si on n'a pas les mots, on reste sur peur, tristesse, joie, colère, effrayé. C'est coincé. Et surtout, quand on est hypersensible, on a un arc-en-ciel de sensations et d'émotions. Et
Aujourd'hui, il y a plein de choses en plus pour les enfants. On a développé vraiment plein de supports pour aider la roue des émotions, les choses comme ça. Sur des lives, on en avait déjà parlé avec Adeline. Oui. Ça va vous aider à développer votre vocabulaire. Là, on est dans le logique, hein, dans la partie logique de notre cerveau. Il en a besoin pour après à nouveau se reconnecter à la partie plus sensorielle, plus subtile. Voilà. Mais c'est des étapes importantes. Et au fur et à mesure que vous allez pratiquer, ça va s'intégrer. Vous allez voir qu'après, à un moment, vous allez peut-être le faire sans vous poser de questions. Même vous allez avoir une étape. Moi, j'ai vécu des étapes en me disant « Ah, mais pourquoi je suis tout de suite là-dedans? Pourquoi je suis tout de suite en train de décoder tout ça ?» En fait, ça s'était intégré. Mon cerveau, c'était la première chose qu'il faisait. Il décodait. Allez, on décode. Bon, là, c'est pas le moment, en fait. Voilà. Mais en fait, ça va s'intégrer comme un apprentissage. Quand on apprend à lire, on dit « be » et « a », ça fait « ba ». « Be » et « a », « ba », « ba », « ba ». Et bien, les émotions, c'est un apprentissage. C'est pareil, c'est une pratique. Donc après, il y a toutes les étapes. Et aujourd'hui, il y a de nombreux outils pour décoder plus largement sur l'inconscient, sur les choses comme ça. Et ça, c'est intéressant. Mais petit pas par petit pas. Souvent, quand on est hypersensible, on peut, hein, tous les surdoués ou hauts potentiels, on n'est pas tous hypersensibles. Et avec une danse, en général, oui. Il y a pas mal de choses qui stimulent, qui vont vite, quoi. Et souvent, on est impatient. Offrons-nous des petits pas. Je le dis, alors ça chante très bien de quoi je parle. Voilà. Donc, j'expliquais un petit peu ça pendant que tu fais une pause Instagram. Voilà, Insta, 1 heure maximum, on saura. Bon, je pense que là, on est bien. Ça fait déjà plus d'1 heure aussi qu'on échange. Oui. Est-ce que toi, tu as envie de rajouter des choses, Adeline? Juste, voilà, écoutez votre hypersensibilité. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire, accepter d'être hypersensible, de pas essayer d'être atteint par le regard de l'autre, même si je sais qu'au quotidien, c'est pas toujours facile, mais que ça change la donne. Donc, je vous encourage vivement à être bienveillant envers vous et à penser à vous. Et l'autre, si en face, il a du mal à accueillir vos pleurs ou simplement même votre trop-plein de joie, parce que ça aussi, ça peut mettre mal à l'aise, hein. Moi, quand je suis euphorique dehors parce qu'il y a voilà, comme je trouve une mouche ou un truc comme ça, les gens, ça les met mal à l'aise. Donc, tant pis, en fait, voilà. Moi, je suis contente et c'est ça qui compte et ça me fait du bien. Donc, voilà, faites-vous ce cadeau d'accepter votre hypersensibilité. Voilà, je vous le conseille. Expérimentez-le, en tout cas. Vous allez voir, ça fait du bien. C'est vrai. Oui, puis la joie, en tout cas, moi, je rebondis et puis ce que j'en sens, c'est aussi la joie. Comme toute émotion, la joie, je trouve que c'est une émotion qui est un peu contenue, en fait. Bon, on n'imagine pas, on accepte plus facilement quelqu'un qui rit, qui pleure, hein, on est d'accord? La vraie joie, c'est celle qui est de l'émerveillement, qui est de l'euphorie, même si l'euphorie, c'est une joie un peu exacerbée, hein, il y a d'autres choses avec, mais la joie, c'est sentir la joie quand vous faites les choses et ne pas avoir peur d'être joyeux au détriment de l'autre qui n'arrive pas à l'être. Parce que moi, ça, j'ai pu le vivre. De contenir ma joie parce que je sens que l'autre en face, il n'est pas joyeux. Voilà. Et me dire, tu peux pas montrer ton bien-être alors qu'il n'est pas bien, par exemple. Ouais, et vrai. Moi, j'ai appris à le reconnaître parce qu'en fait, je vous explique juste, quand en consultation, quelqu'un pleure, moi, je souris. Et en fait, tout de suite, ça a été comme ça. Et les premiers temps, je me disais, attends, tu peux pas sourire, elle est en train de pleurer là. Elle raconte tout ce qui est lourd pour elle, et toi, tu souris de l'avoir pleuré. Et au début, je me sentais coupable de faire ça. Je me disais, il n'y a vraiment pas d'empathie en toi. Alors non, mais au début, c'est pour ça, tu n'as pas d'empathie. Tu souris en voyant les gens pleurer, toi. Non, mais c'est moi, là, c'était moi et moi, hein, c'est personne d'autre. Et en fait, aujourd'hui, je sais pourquoi je souris. En fait, quand je vois pleurer quelqu'un, c'est la vie qui revient pour moi. Donc, ça me rapporte de la joie. Voilà. Et tu parles souvent du terme vivance, en fait. J'aime bien quand tu utilises ce terme. N'oubliez pas que toute émotion que vous exprimez, bien sûr, elle peut être exacerbée parce qu'elle est connectée à des émotions qui sont contenues liées au passé, mais toute émotion est un mouvement de vie. Voilà. Donc, il ne faut pas oublier ça. C'est la vie que vous exprimez. Donc voilà. C'est une belle note de fin. En tout cas, merci aux personnes présentes. Merci à celles qui écouteront en replay. N'hésitez pas, même si vous écoutez en replay, à poser des questions avec Adeline. On reste connecté toujours sur nos comptes. On répond si vous avez des questions. Ça nourrit aussi nos réflexions pour les prochains lives. Et puis, je crois que... merci Adeline encore pour ce partage, cette authenticité.
à ce moment. Comme on vit, on a moi, je remercie parce qu'on a la chance de le vivre aussi en réel, ce partage. Mais en tout cas, si nos partages vous aident, vous, moi, j'en suis vraiment ravie. Ouais, j'espère voilà, que ça permettra à plein de personnes de se sentir moins seules et que ça vous aidera à essayer de mettre en place des choses. Voilà, si vous avez des questions, comme elle a dit Stéphanie, n'hésitez pas, ça pourra permettre d'avoir des sujets, des pistes de réflexion pour les prochains lives, même si on en a déjà. Mais c'est toujours important pour nous de vous apporter voilà, des réponses, des choses auxquelles, en tout cas, du partage de nos expériences personnelles, parce que voilà, ça fait du bien aussi tout ça. C'est vrai. Et du coup, il y a Laetitia qui dit merci à vous et Evelyne qui dit merci à vous deux, que d'enrichissement. Merci. Merci beaucoup. C'est gentil. On est ravis. Notre sensibilité est touchée de partager, de contribuer. Moi, j'ai vraiment c'est ça aussi la richesse, je trouve, des hypersensibles. C'est d'avoir cette envie très profonde de contribuer, je crois aussi. Tout le monde a envie. Et nous, enfin, je sais pas, moi j'ai l'impression que c'est très puissant. Quand l'autre est joyeux, je suis joyeuse aussi. Et c'est aussi le côté positif de cette connexion à l'autre. Ouais, je suis d'accord. On va songer à un club. Justement, c'est une très bonne réflexion. Mais oui, c'est vrai. Avec Aline, du coup, on a créé un groupe. C'est vrai, ouais, un groupe sur Facebook. Un groupe privé Facebook. Et maintenant, on n'en a pas parlé. Ouais, c'est vrai. Donc, merci Laetitia de parler du club. En tout cas, on a créé un groupe atypique tout simplement. Hein. On est OK? C'est bien ça le thème. C'est ça le thème. Donc, si vous avez envie de rejoindre ce groupe, vous cherchez sur Facebook. On le partagera sur nos pages. C'est un groupe Facebook et c'est un lieu justement où on a envie de répondre à vos questions. Si vous avez des sujets à partager. Alors évidemment, il est un peu modéré pour pas non plus d'aller dans tous les sens, que tout le monde puisse retrouver des informations, qu'on puisse se repérer assez facilement. Mais c'est un lieu de partage, de connexion pour pas se sentir seul. Voilà, on a créé un groupe mais qui est privé, c'est-à-dire que voilà, il y a un petit questionnaire d'entrée parce que c'est vrai qu'on s'est rendu compte. Moi, par exemple, je modère un groupe pour les fleurs de bac et on est à 1200 personnes et il y a des gens qui ont 146 groupes. Donc, clairement, ce qu'on a envie, c'est que les gens, ils viennent, qu'ils partagent, qu'ils échangent, que ce soit quelque chose de vivant, de constant et qu'il n'y ait pas juste des gens qui s'inscrivent et qui soient pas, qui participent pas. On trouvait que c'était dommage. Donc, c'est vrai qu'on a créé ce groupe fermé. On a créé ça il y a la semaine dernière, je crois. Et puis, c'est vrai qu'on n'avait pas parlé depuis. Donc, merci Laetitia d'avoir remis ça sur la table. Oui, c'est vrai que c'est important parce que c'est un lieu d'échange. Et puis, du coup, ce sera notre club hypersensible. Voilà, c'est un lieu pour les atypiques. L'hypersensibilité fait aussi souvent partie de notre personnalité atypique. Mais voilà, donc voilà, cherchez ce groupe et inscrivez-vous. Voilà, n'hésitez pas, on pourra partager. Peut-être, moi je rajoute là sous le live. Et puis le but aussi, notre envie, c'est de partager les outils qu'on a déjà aussi en tant que personne, mais aussi en tant que thérapeute, parce qu'on a aussi des outils qui peuvent vous aider, vous inspirer. Clairement, c'est ça qui nous intéresse. Et puis donc. Merci. C'est vrai que, tu vois, je dis pas ça, je me dis, oui, on n'avait pas parlé. Oui, c'est vrai. Mais non, puis on n'avait même pas prévu d'en parler, en fait. Donc, c'est que ça s'est proposé comme ça, c'est encore mieux. Non. On avait pensé à qu'est-ce qu'on va partager avec vous, mais le groupe qu'on a créé. Donc, voilà, merci Laetitia pour ça. Et puis, du coup, j'ai aussi d'autres. Merci beaucoup à vous. Trop fort, je ne savais même pas. Voilà, ça c'est Laetitia. Et Evelyne, elle y va de ce pas. Non, c'est chouette. Voilà. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée, à bientôt. Aussi, je te fais un bisou. Je t'embrasse, moi aussi, des bisous. Et merci de votre présence.